Salut à tous, bienvenue dans Aujourd'hui en Occitanie. Mon invité ce soir est un homme sans limite, tel un papillon à butiner la vie. Un monstre du jeu vidéo et de l'imaginaire, une icône montpelliéraine, que dis-je, mondiale. Un self-made man qui code à l'adolescence dans les années 80 et qui intègre dans la foulée l'une des plus puissantes sociétés de jeux vidéo, Ubisoft. Un exemple pour toutes les générations depuis 30 ans, celui qui fait absolument tout plus jeune que les autres. À 16 ans un emploi, puis un enfant, puis 5, et à 48 ans la retraite. Le papa de Rayman est aujourd'hui le gardien de milliers d'animaux et n'a pas attendu 64 ans pour couler 2 jours heureux avec de nouveaux personnages. C'est bon, t'as gagné. Allez, c'est bon. C'est des combats, c'est du catch. Oui, c'est pas comme ça. Oh. Ah, il fait le massage. Bonjour Michel Ancel. Bonjour. C'est votre Pumba? Oui, c'est vrai, on s'attache vite à ces animaux-là. C'est marrant de voir ces images. Ça date déjà un petit peu. Hein. C'était un sanglier qui était en cage, qui a été libéré. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'il avait peur en fait des odeurs à cet endroit-là de la mare. D'accord. Et je fais ce geste pour lui montrer justement que c'est ok, quoi. Il peut boire. Et là, c'était la première fois qu'il faisait ces gestes naturel pour lui, mais voilà, pour un sanglier normal, mais pas pour lui qui était en cage. C'était assez émouvant de vivre ça avec cet animal. Cette vidéo pour montrer ce contact que vous avez avec la nature, on va en parler tout au long de cette émission aujourd'hui en Occitanie. Comment allez-vous d'abord? Très bien. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Oui, c'est vrai. Je suis dans ma campagne, je suis dans la nature, sous le soleil. Parce qu'en fait, on va apprendre à connaître l'homme derrière le papa de Rayman, celui qui se cache derrière Ubisoft aussi. Vous venez nous parler de votre havre de paix. C'est un sanctuaire pour animaux au cœur de Sauterargues, le nouveau projet, dans l'Hérault, mais plus globalement, c'est 300 km² qui sont sanctuarisés, qui sont en quelque sorte examinés par votre société, c'est ça? Oui, absolument. Alors, plus précisément, on est sur Argeliès, et Sauterargues fait partie des zones dans lesquelles on peut intervenir pour créer ce qu'on appelle des éco-oasis, c'est-à-dire des petits havres de paix pour animaux dans lesquels, via un point d'eau principalement, ils vont pouvoir s'abreuver, s'abriter. Et faire un gros travail de renaturation. Vivre. Et là, on est sur un principe de renaturation, effectivement, et l'étude se passe sur un territoire de 300 km². Voilà. Très bon courage pour ce beau projet environnemental. Voilà pour votre actu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir l'homme. Vous êtes donc né le 29 mars 1972 à Monaco. La famille de votre maman habite à Menton, mais elle est née en Algérie avec des origines maltaises. Votre papa, lui, c'est l'Alsace. On vous voit tout petit. Cette photo a 50 ans, je crois. Exactement. Avec votre maman, votre grande sœur? Oui, absolument. Il y aura aussi plus tard une petite sœur, un petit frère. Votre papa, lui, est militaire. Alors, vous voyagez beaucoup, dans le centre de la France d'abord, Nancy, Lyon. Vous devenez apparemment un vrai voyou. Ah oui, c'est vrai. Vous volez, vous... Ça y est, je suis démasqué. Oui, c'est vrai que quand on a quelque part la chance de bouger beaucoup, on découvre des tas d'environnements différents. La vie d'un jeune militaire, c'est relativement modeste, et je crois que mon papa voulait vraiment faire beaucoup d'économies, donc on était dans toutes sortes de lieux. Je regrette pas du tout ces expériences. J'ai trouvé ça extraordinaire de vivre. Oui, là, on est dans des cités à Lyon. Oui. Et je pense que oui, ça m'a montré aussi ces aspects de la vie, en fait, tout simplement. Vous y développez votre bagou, votre humour, puis vous faites tout jeune, on le disait dans ce reportage, parce qu'en fait, vous êtes bercé par l'univers de Goldorak, les westerns, Indiana Jones et les Monty Python. Il y a ces histoires, ces contes imaginaires en fait qui se dégagent de chaque territoire que vous traversez, déjà qui se façonnent à l'époque. Oui, c'est vrai que les rencontres, quand on est enfant, je pense tous les quasiment 2 ans, on se retrouve dans une nouvelle classe avec des nouveaux copains. Alors déjà, il faut réussir à se présenter soi-même. Oui. Donc il faut casser un peu cette idée de cet isolement qu'on peut avoir au début, aller vers les autres. Donc ça, c'est vrai. Et puis quand on va vers les autres, on a le retour de ce qu'ils sont eux-mêmes dans ces différents lieux. Donc on apprend beaucoup de choses. Ça nourrit effectivement ce contact très très jeune. Vous découvrez cette première console de jeu, l'Atari VCS 2600.
c'est ça? Oui, absolument, très bonne source. Alors c'est paradoxal parce que c'est une console que je n'ai pas. C'était la console de mes rêves qui coûtait c'est cher. ça. Vous la convoitez. Et le voisin d'en face, un ami espagnol génial, il nous invitait faire voilà, on allait jouer, donc c'était déjà très social. C'est pas le jeu vidéo dans lequel on se retrouve tout seul, mais on était 3-4 à essayer de déchiffrer, parce que c'était des jeux avec des énormes pixels, on comprenait rien, tout en anglais. Et donc on faisait des soirées ou des journées. Donc c'est vrai que c'est un paradoxe parce que d'un côté c'est un peu la vie en Tunisie très proche de la nature, et puis on n'avait pas la télévision classique. Par contre, on passait de cet univers-là à l'univers du jeu vidéo, donc il y a une fascination par effet d'un peu de symétrie. On se retrouve effectivement devant ces écrans, c'est complètement hallucinant pour l'époque déjà. On joue la télévision, on est acteur de cette télévision, donc c'était super. Puis retour en France, à Reims d'abord, et puis 87, votre famille s'installe à Moguio, près de Montpellier. Vous rencontrez des pirates de l'informatique. Ah oui, c'est vrai. Excellent. Oui, et ça a été, c'était fascinant. C'est là le déclic en fait. Tout est fascinant parce que l'informatique à cette époque, c'est le début des Macintosh, mais d'une façon un peu plus populaire, on va dire. Il y avait d'autres ordinateurs, les Atari ou les Amiga, qui étaient beaucoup plus accessibles. C'était pas, ça permettait de créer. C'était la première fois pour moi en tout cas que l'ordinateur. On passait de jouer à créer, voilà. Et cet aspect création, avec ces machines incroyables qui permettaient de faire de la musique, du dessin, là, ça a été l'explosion de possibilités. Ça m'a beaucoup plu. Sans limite. C'est sans limite, exactement. C'est ce que je me suis dit. Et il y a cette période qui est fascinante, 16 ans. C'est là où tout démarre. Vous quittez l'école avec le soutien de vos parents. Racontez-moi comment, à 16-17 ans, à l'âge où on connaît ses premiers émois amoureux, qu'on sort de puberté, vous arrivez à intégrer l'une des sociétés les plus puissantes qui est Ubisoft, à Montpellier, grâce à votre bagou, votre humour, encore une fois. Oui, et je pense que c'est souvent d'ailleurs ce que je dis à des jeunes que je peux rencontrer qui ont envie de faire ce genre de métier, c'est que plutôt qu'au début de se projeter sur une carrière avec un rôle, c'est déjà de se dire mais qu'est-ce que je peux déjà faire aujourd'hui dans ce domaine-là. Un peu comme un réalisateur qui pourrait déjà prendre son téléphone portable et faire des films avant même de penser à son futur parcours en fait, qui va le nourrir et qui va bien sûr le former, mais déjà soi-même d'être acteur de sa carrière. Et alors vous, c'est un concours que vous ne gagnez pas, c'est ça, qui vous fait rentrer dans ce milieu extraordinaire en fait. Bah oui, puis c'est le départ à Paris à 16 ans, je monte à la capitale, je me trompe je prends le métro dans le mauvais sens, j'arrive en retard au rendez-vous, je découvre une société de jeux vidéo. C'est fascinant parce qu'on s'imagine, c'est un peu comme la fabrique du Père Noël, c'est là qu'on fait les jeux auxquels je jouais avant, et maintenant c'est là que je découvre comment on les fabrique, les coulisses, qui est derrière. Donc tout était extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et puis je rencontre effectivement à l'époque Ubisoft qui travaillait beaucoup avec des indépendants, qui n'avaient pas encore vraiment ses studios internes. Et ça va être le départ de la carrière, justement, en intégrant les premiers studios, en étant parmi les premiers. Grâce à votre travail et à votre envie. Oui, l'envie et persévérance. Puis les premières créations. Alors, ça valait ce que ça valait, mais j'avais déjà des jeux que j'avais fait à la maison. Et ça, je crois que c'est vraiment c'est top. C'est un moteur, puis de toute façon, c'est inexorable. Quand on est passionné comme ça, on a envie de créer tout ce qu'on peut, quoi. Précoce aussi, je le dis, parce que vous aurez votre premier enfant à 17 ans. C'est ça. Vous rencontrez une femme plus âgée que vous. C'est dans votre biographie, hein. Vous créez ensemble avec Ubisoft Rayman un peu plus tard, et puis le jeu Beyond Good and Evil. Évidemment, cette période-là, tout le monde la connaît. Le jeu vidéo comme un art au même titre que la musique, le cinéma, le jeu comme vecteur d'émotion, le réel à travers l'imaginaire. C'est ce que vous dites. Oui, c'est parce que effectivement, j'ai toujours considéré le jeu. Alors on appelle ça le jeu, mais en vérité, maintenant, on dirait des expériences virtuelles, on dirait des expériences tout simplement, parce que c'est le récit ou l'idée de se plonger dans un univers me fascine, tout simplement. Le jeu en fait partie, les règles de jeu, mais c'est presque un prétexte, un peu comme dans un jeu de rôle, on a des règles, mais on a envie de vivre une aventure. Le fond, c'est pas uniquement de lancer des dés ou de jouer, c'est d'avoir le sentiment d'avoir vécu une expérience dans un monde imaginaire, mais on est dedans, on est acteur. Un art à part entière. Voilà, exactement. Et vous véhiculez ces émotions depuis 20 millions d'exemplaires vendus du jeu Rayman, copain avec Peter Jackson, chevalier des arts et des lettres, dans 2006, je crois. Oui. Vous êtes super-héros et pourtant un mec simple, humble, accessible et jamais autocentré. C'est ce qu'on dit de vous. En parallèle, vous menez une vie de famille atypique avec 6 enfants. D'ailleurs, je vous demandais une date marquante de vie. Vous en avez 6. C'est la naissance de vos enfants.
Des instants, vous dites, de vie inoubliables qui nous rappellent notre proximité avec la nature, le cycle de la vie. C'est beau comme on parle de sa famille, non? Oui, j'ai essayé d'analyser cette émotion très forte qu'on a quand un enfant arrive. Et c'est vrai que ce sentiment de se dire, mais oui, la vie, elle est là, elle est biologique, elle est commune aussi à cette façon finalement de ces enfants qui arrivent, c'est ce que vivent des animaux sauvages, donc ça nous met en relation et en lien avec quelque part le monde et la planète. Tout à fait. Ouais. Et ce monde sauvage qui semble parfois s'éloigner. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un cumul d'émotions et complètement fou. Alors l'autre aspect à la nature, c'est la relation avec l'océan, avec la mer que vous avez. À travers votre objet fétiche et gris-gris, vous avez dû voir cette planche de surf pour cette rubrique culte. Vous avez ramené donc cet objet qui est mythique pour vous? Oui, c'est un compagnon, le surf, parce que ça nous fait faire des choses qu'on n'oserait peut-être pas faire. Comme, vous êtes fan de Point Break, Bright and Ice, non? C'est ça. Alors c'est vrai, quand on surfe à Carnon, on a un petit côté Bright and Ice. Il nous arrive de nous retrouver avec un surf et les gens rigolent un peu. On a des vagues qui sont parfois petites. Et puis, comme vous le savez, la Méditerranée, parfois, elle s'enflamme. Et puis, on a une très, très belle vague. Voilà. Et puis, le surf, c'est comme une bouée de sauvetage aussi. Quand c'est compliqué, quand il y a d'énormes vagues, on s'y agrippe. On est face au danger. Et puis, voilà. Et puis, il y a ce moment où tout bascule et on se retrouve sur la vague qui nous a fait peur auparavant, qui est quand même quelque chose... voilà, il y a cette dimension un peu on est attiré par quelque chose qui fait peur, c'est un peu l'aventure. En tout cas, on a hâte d'aller voir surfer Michel Ancel à Carnon. Voilà, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, allez à Carnon. Michel, une dernière surprise pour vous avant de se quitter. Il y a quelqu'un qui voudrait vous délivrer un message, c'est au bout du film. Écoutez. Bonjour Michel. Il y a quelques années, je réalisais un documentaire sur les origines paléolithiques du cinéma de la bande dessinée, dans lequel j'exposais mes théories à la matière, c'était pour Arte. Et depuis, j'écris un documentaire très important pour moi sur les pionniers du jeu vidéo français. Et dans le cadre de ce film, vous avez évidemment un rôle prépondérant aux côtés des autres pionniers que furent notamment Philippe Ulrich et Eric Chahi. Et pour moi, c'est un film très très important car il s'inscrit dans la continuité de celui que j'ai réalisé sur la préhistoire et démontre que le jeu vidéo a été et est vraiment une révolution fondamentale dans l'histoire de l'art, après également la photographie et le cinéma. Et à ce titre, vous êtes en quelque sorte les Georges Méliès, les Walt Disney de notre temps. Et je vous remercie pour tout ce travail, ce beau travail que vous avez fait en tant qu'artiste dans le jeu vidéo, et également sur ce que vous êtes en train de faire par rapport aux animaux. Et je vais finir par un clin d'œil avec un objet qui fut très important pour vous, et pour moi également, car il a déclenché ma passion pour l'art vidéoludique. Excellent. Et oui. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous dégagez autour de vous? Pas beaucoup, parce que c'est vrai que c'est pas comme le jeu vidéo, c'est pas comme le théâtre. On est en proximité avec, on a la réponse directe du public. Donc ça arrivait bien sûr quand on a la chance de les rencontrer dans des séances de dédicaces, on a quelques occasions parfois de rencontrer, et on voit effectivement à quel point on a pu toucher, et changer le monde à votre manière. Oui. Et on a pu toucher certaines personnes, tout à fait. Merci infiniment Michel Ancel d'avoir été avec nous pour aujourd'hui en Occitanie. Pour en savoir plus sur la vie de Michel Ancel, lisez Michel Ancel, biographie d'un créateur de jeux vidéo français signé Daniel Ishbia. Merci infiniment, à bientôt Michel.